En juillet 2021, le Guatemala est bouleversé par la disparition de Melissa Alejandra Palacios Chajón, une étudiante de 21 ans décrite par ses proches comme une jeune femme brillante, ambitieuse et sans histoire. Après avoir quitté son domicile pour retrouver une amie, Melissa ne rentrera jamais chez elle. Le lendemain, son corps est retrouvé dans une zone isolée de Rio Hondo, portant de nombreuses traces de violence. L'autopsie conclura qu'elle est décédée à la suite d'une agression d'une extrême brutalité. Très rapidement, l'enquête s'oriente vers deux personnes, dont une jeune femme appartenant à son entourage. Mais ce qui aurait pu rester une simple affaire criminelle va rapidement devenir un symbole des dysfonctionnements de la justice guatémaltèque. Au fil des années, les décisions judiciaires controversées, les recours, les reports d'audience et les changements de qualification pénale alimentent l'incompréhension et la colère de la famille de Melissa, ainsi que celle de nombreux citoyens qui réclament une seule chose, que justice soit rendue. Aujourd'hui encore, le nom de Melissa Palacios est devenu le symbole de la lutte contre l'impunité et les violences faites aux femmes au Guatemala. Mais que s'est-il réellement passé en ce mois de juillet 2021 ? Qui était Melissa ? Et pourquoi son affaire continue-t-elle de susciter autant d'émotions et d'indignation plusieurs années après les faits ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Votre soutien me permet de continuer à produire des contenus documentés et réalisés avec le plus grand respect pour les victimes et leurs familles. Née en novembre 1999, Melissa Alejandra Palacios Chajón est une jeune femme souriante et pleine de vie. Elle grandit à San Jorge, au Guatemala, auprès de sa mère Annabella et de sa sœur Daniela. Étudiante au centre universitaire de l'Est de l'Université San Carlos du Guatemala, elle suit un cursus en comptabilité publique et en audit, avec l'ambition de construire un avenir professionnel solide. Sa mère, Annabella, est agente au sein de la police civile nationale, un métier exigeant qui l'oblige à passer de longues journées loin de son domicile. Durant ses absences, Melissa et sa sœur passent la majeure partie de leur temps chez leur grand-mère maternelle. Au fil des années, cette dernière devient bien plus qu'une simple grand-mère, une véritable seconde maman. Les deux sœurs prennent soin d'elle au quotidien, participent aux tâches ménagères et lui apportent toute l'attention dont elle a besoin. Cette solidarité familiale occupe une place essentielle dans leur éducation. Selon les témoignages de ses proches, Melissa est une jeune femme profondément attentionnée, toujours prête à aider les personnes en difficulté et pense souvent aux autres avant de penser à elle-même. Elle apprécie également le sport, les promenades avec ses chiens et les moments passés dans la nature. Contrairement à beaucoup de jeunes de son âge, Melissa n'est pas attirée par les soirées en boîte de nuit. C'est une étudiante sérieuse qui préfère souvent passer ses week-ends dans le calme de sa chambre, à étudier, à se reposer ou à partager des activités avec ses amis les plus proches. Passionnée par les animaux et très investie dans ses études, elle mène une vie simple, entourée de sa famille et de ses proches, sans jamais imaginer que son destin allait basculer de la manière la plus tragique. À seulement 21 ans, Melissa vient d'achever avec succès ses études techniques en audit. Après avoir brillamment réussi ses examens, elle franchit une étape importante de sa vie, une immense source de fierté pour sa famille. Mais Melissa ne compte pas s'arrêter là. Ambitieuse et déterminée, elle prévoit de poursuivre ses études afin de devenir auditrice agréée. Elle a de nombreux projets et rêve de construire une carrière prometteuse. Malheureusement, ses proches n'auront jamais la chance de la voir réaliser ses ambitions. Le dimanche 4 juillet 2021, Melissa téléphone à sa mère, Annabella, qui est alors en service. Elle lui demande l'autorisation de se rendre à l'anniversaire d'une amie, organisé sous la forme d'un déjeuner en famille. Elle lui explique que cela lui ferait plaisir d'y participer. Sa mère accepte, mais à une condition, qu'une personne de confiance vienne la chercher, puis la raccompagne. Connaissant les risques liés au transport en commun, elle ne souhaite pas que sa fille rentre seule. Melissa la rassure immédiatement. Elle lui explique que le frère d'un ami passera la récupérer et la reconduira ensuite à son domicile. Rassurée, Annabella lui donne finalement son accord. Vers 13h, Melissa se prépare. Elle enfile une robe verte, des baskets blanches, prend son cadeau d'anniversaire et s'apprête à quitter la maison. Avant son départ, sa grand-mère fait une prière pour elle et lui demande, comme à son habitude, de faire très attention à elle. Un geste empreint d'amour qui prendra, par la suite, une dimension particulièrement bouleversante. Quelques instants plus tard, Melissa quitte son domicile, sans savoir qu'elle ne reviendra jamais.
Aux alentours de 14h30, elle envoie un message vocal à une amie qui se rend également à l'anniversaire. Elle lui explique qu'elle est en route mais qu'elle arrivera en retard. Elle précise qu'elle voyage avec une amie, sans toutefois révéler son identité. Selon Melissa, le véhicule dans lequel elle se trouve a subi une crevaison. Elle demande donc à son amie de prévenir les autres invités qu'elle sera retardée. À ce moment-là, personne ne sait avec qui Melissa se trouve réellement, ni qui est cette mystérieuse amie dont elle parle. Vers 17h, sa mère tente de la joindre afin de savoir comment se déroule la journée et à quelle heure elle prévoit de rentrer. Mais Melissa ne répond pas. Les minutes passent, puis les heures. Son téléphone reste silencieux. Inquiète, sa famille contacte les personnes présentes à l'anniversaire. C'est à ce moment-là qu'elle apprend une nouvelle inquiétante. Melissa n'est jamais arrivée à la fête. Pour Annabella, quelque chose ne va pas. Ce comportement ne ressemble en rien à celui de sa fille. Même en cas de contretemps, Melissa aurait toujours prévenu quelqu'un. Un simple appel ou un message aurait suffi. Son silence est inhabituel. Craignant qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave, Annabella se rend immédiatement auprès des autorités. Elle signale la disparition de sa fille et demande l'activation de l'alerte destinée aux femmes disparues au Guatemala. Les recherches débutent dès la soirée du 4 juillet. Malheureusement, elles ne dureront pas longtemps. Le lendemain, le 5 juillet 2021, des habitants partis ramasser du bois de chauffage dans une zone boisée, près d'un chemin de terre du village de La Palma, à Rio Hondo, découvrent le corps sans vie d'une jeune femme. Ils alertent immédiatement les secours. À leur arrivée, les pompiers ne peuvent que constater son décès. D'après leurs premières observations, la victime est morte depuis plusieurs heures et les circonstances laissent immédiatement penser à un homicide. Le corps présente de très nombreuses blessures. Selon les premiers constats, la victime semble avoir subi une violence extrême avant de mourir. Peu après, la famille de Melissa est contactée afin de procéder à l'identification. Jusqu'au dernier instant, ses proches espèrent qu'il s'agit d'une erreur. Mais une fois arrivés sur place, ils sont confrontés à l'impensable. Le corps retrouvé est bien celui de Melissa Palacios. En quelques instants, tous leurs espoirs s'effondrent. La douleur laisse place à une multitude de questions auxquelles personne n'est encore capable de répondre. Les autorités expliquent à la famille que le corps de Melissa a été abandonné dans cet endroit isolé après l'agression et qu'elle y est restée toute la nuit. Une révélation particulièrement difficile à entendre pour ses proches. Les examens médico-légaux révéleront par la suite que Melissa a également été étranglée et qu'elle est décédée des suites de graves traumatismes crâniens et faciaux provoqués par de multiples coups. Les experts n'ont pas pu établir avec certitude le mobile du crime. En revanche, ils estiment que la violence de l'attaque témoigne d'un acharnement exceptionnel, laissant penser que son auteur ou ses auteurs nourrissaient une profonde hostilité à son égard. Les enquêteurs commencent alors à s'interroger. Qui pouvait éprouver une telle haine envers cette jeune femme décrite par tous comme douce, généreuse et sans histoire? De son côté, la famille cherche désespérément des réponses. Pour eux, il est inconcevable qu'une personne ait pu s'en prendre à Melissa avec une telle violence. Le 6 juillet 2021, une veillée funèbre est organisée. Famille, amis, voisins et habitants de la région viennent lui rendre un dernier hommage. Tous se recueillent autour de son cercueil dans une profonde émotion. Les larmes se mêlent aux appels à la justice. Les funérailles ont lieu à San Jorge, où plusieurs dizaines de personnes accompagnent Melissa jusqu'à sa dernière demeure. Beaucoup portent des vêtements blancs en signe de paix et de solidarité. Au moment des adieux, la douleur est immense. Une seule question revient dans tous les esprits. Pourquoi Melissa? Qui a pu commettre cet acte odieux? Qui a pu lui faire une chose pareille? Et surtout, pourquoi? Pendant que la famille tente de faire face à ce drame, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Très vite, certains éléments vont profondément bouleverser l'affaire. L'exploitation du téléphone de Melissa révèle plusieurs échanges de messages. Les enquêteurs découvrent que, le jour de sa disparition, elle avait prévu de retrouver Maria Fernanda Bonilla Archila, une ancienne camarade de classe devenue pilote. Ils comprennent alors que, ce dimanche-là, Melissa avait accepté de la rencontrer, mais qu'elle ne devait pas être seule. Selon les éléments recueillis au cours de l'enquête, Maria Fernanda Bonilla Archila n'était pas seule ce jour-là. Elle était accompagnée de son garde du corps, José Luis Marroquín, qui travaillait pour elle et sa famille et l'accompagnait régulièrement dans ses déplacements. Les échanges de messages et les appels retrouvés sur le téléphone de Melissa indiquaient qu'une rencontre était bien prévue entre les deux jeunes femmes ce dimanche 4 juillet 2021. Les enquêteurs ont également exploité plusieurs images de vidéosurveillance. Selon leur analyse, ces images montrent Maria Fernanda Bonilla et José Luis Marroquín venant récupérer Melissa.
En reconstituant leur itinéraire grâce aux caméras, les enquêteurs constatent que le véhicule se dirige vers une zone isolée de Rio Hondo. C'est précisément dans ce secteur que le corps de Melissa sera découvert le lendemain. Les enquêteurs relèvent également que c'est au cours de ce trajet que Melissa avait envoyé un message vocal à son amie, expliquant qu'elle arriverait en retard parce que le pneu du véhicule dans lequel elle se trouvait venait de crever. À partir de ces différents éléments, les enquêteurs estiment que Melissa aurait été conduite jusqu'à cette zone isolée où les faits se seraient ensuite déroulés. À ce stade de l'enquête, il devient essentiel de retrouver Maria Fernanda Bonilla et José Luis Marroquín afin d'obtenir leurs explications. Mais lorsque les autorités tentent de les localiser, elles ne parviennent pas à les retrouver. Pendant plusieurs semaines, les deux personnes restent introuvables. Cette disparition intrigue les enquêteurs et alimente les interrogations de la famille de Melissa. Pour les proches de la jeune femme, cette révélation est d'autant plus difficile à accepter que rien ne laissait présager une telle situation. Au cours des premières heures suivant la disparition de Melissa, sa sœur Daniela avait d'ailleurs contacté plusieurs de ses amis afin de savoir si quelqu'un l'avait vue. Parmi les personnes qu'elle appelle figure, justement, Maria Fernanda Bonilla. Selon Daniela, Maria Fernanda lui répond qu'elle n'a pas vu Melissa et affirme même ne plus avoir eu de contact avec elle depuis environ 1 an. N'ayant aucune raison d'en douter à ce moment-là, Daniela poursuit simplement ses recherches auprès d'autres proches. Par la suite, Maria Fernanda reprend elle-même contact avec la famille de Melissa afin de prendre des nouvelles. Elle appelle une première fois, puis une seconde. Au cours de cette conversation, elle propose même de participer aux recherches. Étant pilote, elle explique qu'elle pourrait mettre un hélicoptère à disposition afin de survoler certains secteurs dans l'espoir de retrouver Melissa. À ce moment-là, la famille ignore encore que les enquêteurs s'intéressent déjà à elle dans le cadre de leurs investigations. Lorsque les proches de Melissa apprennent par la suite que Maria Fernanda fait partie des principales personnes visées par l'enquête, le choc est immense. Ils disent s'être sentis profondément déstabilisés et avoir eu le sentiment d'avoir été trompés. Les recherches se poursuivent pendant plus d'1 mois. Finalement, le 25 août 2021, Maria Fernanda Bonilla et José Luis Marroquín sont interpellés à San Lucas Zacatepéquez. Les autorités les recherchaient depuis plusieurs semaines après avoir échoué à les localiser. De son côté, Maria Fernanda expliquera son absence en indiquant que son activité de pilote l'amenait régulièrement à voyager et à quitter la ville. Environ 1 mois après leur arrestation, les 2 suspects sont officiellement mis en cause dans le cadre de l'enquête sur la mort de Melissa. Une question continue alors d'intriguer les enquêteurs. Quelle était réellement la nature de la relation entre Melissa et Maria Fernanda ? Il est établi qu'elles se connaissaient et avaient été camarades de classe. En revanche, la nature exacte de leur lien reste, encore aujourd'hui, un sujet de débat. Certains médias guatémaltèques ont évoqué l'hypothèse d'une relation sentimentale qui se serait récemment terminée. D'autres ont rapporté que Maria Fernanda aurait développé un fort attachement envers Melissa et aurait mal vécu le fait que leurs sentiments ne soient pas réciproques. Il est toutefois important de préciser que ces éléments n'ont jamais été établis de manière définitive devant un tribunal et qu'ils proviennent essentiellement de témoignages ou d'informations relayées par la presse. La famille de Melissa, de son côté, a toujours contesté cette version. Selon ses proches, Melissa ne vivait aucune relation amoureuse à cette période de sa vie. Ils expliquent qu'elle leur répétait souvent vouloir terminer ses études et obtenir son diplôme avant d'envisager une relation sentimentale. À ce jour, le véritable mobile des faits n'a donc jamais été établi avec certitude. En l'absence d'un jugement définitif, plusieurs zones d'ombre subsistent encore concernant la relation entre Melissa et Maria Fernanda, ce qui explique pourquoi cette affaire continue de susciter autant de questions. Les images de vidéosurveillance confirment que Melissa s'est bien trouvée en compagnie de Maria Fernanda Bonilla le jour de sa disparition. Selon le ministère public guatémaltèque, Maria Fernanda aurait convaincu Melissa de la rejoindre avant de se rendre accompagnée de son garde du corps José Luis Marroquín dans une zone isolée de Rio Hondo où les faits se seraient ensuite déroulés. Pour étayer cette thèse, les enquêteurs présentent plusieurs éléments de preuve, notamment des témoignages, les images de vidéosurveillance ainsi que des échanges de messages récupérés sur les téléphones des personnes concernées. Parmi ces éléments figurent des conversations que l'accusation considère comme particulièrement importantes. Selon le ministère public, certains messages échangés entre Maria Fernanda et José Luis laisseraient à penser qu'ils évoquaient à l'avance une action violente visant Melissa. D'après les documents présentés au dossier, Maria Fernanda écrit notamment qu'ils doivent réaliser quelque chose le lendemain et qu'ils ne doivent en parler à personne. L'accusation affirme également que d'autres messages feraient référence à une intention de s'en prendre physiquement à Melissa. José Luis aurait répondu qu'il était d'accord avec ce qui était prévu. Ces échanges constituent aujourd'hui encore l'un des principaux éléments sur lesquels s'appuie l'accusation.
Les enquêteurs ont également retrouvé des messages échangés entre Melissa et Maria Fernanda, dans lesquels les deux jeunes femmes convenaient de se rencontrer ce dimanche-là afin de discuter. Au cours de l'enquête, un enregistrement audio a également été versé au dossier. Selon l'accusation, cet enregistrement aurait été réalisé peu avant les faits. Son contenu attire rapidement l'attention des enquêteurs et des médias. Dans cet audio, une femme identifiée par l'accusation comme étant Maria Fernanda demande avec insistance à Melissa de lui communiquer le mot de passe de son téléphone en lui assurant qu'il ne lui arrivera rien si elle accepte. Au cours de l'échange, elle l'accuse également d'avoir parlé d'elle en son absence. À un moment, elle prononce une phrase qui suscitera de nombreuses interrogations. « Tu as parlé de moi et d'Alita ». Cette simple référence à une personne nommée Alita donnera naissance à de nombreuses spéculations. Les médias guatémaltèques évoquent alors plusieurs hypothèses concernant la relation entre Melissa, Maria Fernanda et cette mystérieuse Alita. Certains articles avancent qu'un conflit personnel ou sentimental aurait pu être à l'origine des tensions entre les deux jeunes femmes. D'autres rapportent qu'Alita aurait entretenu une relation avec Maria Fernanda. Il est toutefois important de préciser qu'aucune de ces hypothèses n'a été confirmée par une décision de justice, et qu'elle repose principalement sur des témoignages ou des informations relayées dans la presse. La mère de Melissa a déclaré qu'à sa connaissance, Alita ne s'était jamais présentée devant les autorités afin d'expliquer pourquoi son nom apparaissait dans cette conversation. Selon elle, cette personne aurait également quitté le Guatemala. Annabella a exprimé à plusieurs reprises l'espoir qu'Alita accepte un jour de témoigner, ne serait-ce que pour apporter des réponses aux nombreuses questions que se pose encore la famille. À ce jour, le rôle éventuel d'Alita dans cette affaire demeure inconnu. Toujours selon les éléments présentés par l'accusation, l'enregistrement se poursuit dans un climat de plus en plus tendu. On y entend Melissa pleurer et supplier qu'on la croie lorsqu'elle affirme n'avoir rien dit. Quelques instants plus tard, l'enregistrement devient difficilement audible avant de s'interrompre. Pour le ministère public, cet enregistrement constitue l'une des pièces les plus importantes du dossier. Après l'arrestation des deux suspects, le juge accorde un délai de 3 mois afin de permettre au parquet de compléter son enquête et de réunir des éléments de preuve supplémentaires. Mais la procédure judiciaire va rapidement prendre une tournure inattendue. En décembre 2021, le juge José Maximino Morales décide de modifier la qualification retenue contre Maria Fernanda. Au lieu d'être poursuivie pour assassinat, elle est renvoyée pour une qualification beaucoup moins sévère, assimilable à un homicide commis sous l'emprise d'une émotion violente. Si cette qualification avait été maintenue jusqu'au jugement, la peine encourue aurait été considérablement réduite. Dans le même temps, la qualification retenue contre José Luis Marroquín est également revue à la baisse, passant d'assassinat à une infraction liée à la dissimulation. Autre décision controversée, plusieurs échanges de messages que le ministère public considérait comme essentiels sont écartés du dossier à ce stade de la procédure. Ces décisions provoquent immédiatement une vive réaction de la famille de Melissa, ainsi que de nombreuses organisations de défense des droits des femmes. Pour les proches de Melissa, ces changements représentent un sérieux recul dans la recherche de la vérité. À l'extérieur du tribunal, plusieurs rassemblements sont organisés afin de demander que la procédure soit réexaminée. Au cours de l'une de ces manifestations, des tensions éclatent devant le palais de justice. La mère de Melissa, ainsi que plusieurs personnes présentes, sont percutées par un véhicule de la police. Fort heureusement, leurs blessures seront qualifiées de légères. La famille continuera néanmoins à réclamer que l'enquête se poursuive et que toutes les preuves soient examinées par la justice. Les proches de Melissa expriment publiquement leurs doutes concernant cette décision judiciaire, estimant que le changement de qualification n'était pas justifié au regard des éléments présentés par le ministère public. Ces interrogations sont d'autant plus fortes que Maria Fernanda Bonilla est issue d'une famille reconnue comme influente au Guatemala. Aucune décision de justice n'a toutefois établi que le juge aurait été corrompu, malgré les soupçons et les critiques exprimées publiquement par la famille et une partie de l'opinion publique. En janvier 2022, face aux nombreuses critiques et à la forte médiatisation de l'affaire, le juge José Maximino Morales décide de se retirer du dossier. Quelques mois plus tard, la Cour suprême de justice du Guatemala lui retire son immunité judiciaire, ouvrant ainsi la voie à une enquête portant sur de possibles irrégularités dans sa gestion de cette affaire. Il est important de préciser qu'au Guatemala, comme dans de nombreux pays, les magistrats bénéficient d'une immunité destinée à garantir leur indépendance face aux pressions extérieures. Toutefois, lorsqu'il existe des soupçons de faute professionnelle ou d'infraction, cette protection peut être levée afin qu'une enquête soit menée. L'affaire est alors confiée à une nouvelle magistrate, Sandra Patricia Maya. Mais malgré ce changement de juge, la procédure continue d'accumuler les retards. Les audiences sont régulièrement reportées, plusieurs recours sont déposés par la défense, des contestations sont soulevées concernant l'impartialité de la procédure, tandis que d'autres débats portent sur le tribunal compétent pour juger l'affaire. Pendant ce temps, un nouvel épisode provoque une vive réaction au Guatemala. Alors qu'elle est placée en détention provisoire,
Maria Fernanda Bonilla apparaît en direct sur Instagram. Au cours de cette diffusion, suivie par plusieurs dizaines d'internautes, elle évoque sa situation judiciaire et affirme qu'elle retrouvera bientôt la liberté. Ces déclarations, ainsi que certaines interviews accordées à la presse, sont très mal perçues par une partie de l'opinion publique et par la famille de Melissa. Ces prises de parole alimentent un profond sentiment d'injustice chez les proches de la jeune femme qui estiment que la procédure judiciaire s'éloigne peu à peu de son objectif principal, établir la vérité. La diffusion de ce direct suscite également de nombreuses interrogations dans les médias. Plusieurs observateurs s'interrogent alors sur les conditions de détention de Maria Fernanda et sur la manière dont cette diffusion a pu avoir lieu depuis l'établissement pénitentiaire. Aucune décision de justice n'a toutefois établi que cette situation résultait d'actes de corruption, même si ces soupçons ont été largement évoqués dans le débat public. Pour la famille de Melissa, chaque nouveau rebondissement représente une épreuve supplémentaire. Les mois passent, mais le procès n'avance toujours pas. À son tour, la juge Sandra Patricia Maya décide finalement de se retirer du dossier. Elle explique que les nombreuses contestations formulées aussi bien par la défense que par la partie civile risquent de remettre en cause la perception de son impartialité. En avril 2022, un troisième magistrat, Juan José, est désigné pour reprendre l'affaire. Le dossier est également transféré des tribunaux de Zacapa vers ceux de Chiquimula. La famille de Melissa espère alors que cette nouvelle étape permettra enfin de relancer la procédure. Mais cette attente sera rapidement déçue. Le nouveau juge rejette la demande visant à rétablir la qualification d'assassinat, préférant maintenir la qualification pénale moins sévère retenue à ce moment-là. Pour les proches de Melissa, cette décision constitue un nouveau revers. Les mois continuent de s'écouler sans qu'un procès ne soit fixé. Durant les années 2023 et 2024, la situation évolue très peu. Face à cette succession de reports, la famille décide de poursuivre son combat. Elle crée le mouvement Justicia para Melissa, dont l'objectif est de sensibiliser l'opinion publique et de demander que la procédure avance. Au début de l'année 2025, la famille sollicite le transfert du dossier vers un tribunal spécialisé dans les affaires à haut risque, situé à Guatemala City. Selon elle, un tel tribunal offrirait de meilleures garanties d'indépendance et d'impartialité que les juridictions précédemment saisies. Cette demande est toutefois rejetée. Quelques mois auparavant, en mai 2024, la famille de Melissa, accompagnée de proches, d'amis et de nombreux soutiens, avait organisé une longue marche entre Zacapa et Guatemala City. Vêtus de blanc et de violet, les participants portaient des pancartes, des photographies de Melissa, des banderoles et des ballons. Tout au long du parcours, ils réclamaient une seule chose, que justice puisse enfin suivre son cours. Arrivés devant la Cour suprême de justice, les manifestants demandent une nouvelle fois que l'affaire soit transférée vers la capitale. Selon la famille, ce changement permettrait d'assurer un traitement plus impartial du dossier. Plusieurs membres de la famille dénoncent publiquement ce qu'ils considèrent comme les nombreux dysfonctionnements rencontrés au fil de la procédure. L'un des oncles de Melissa ira jusqu'à qualifier la situation de système profondément défaillant, estimant que les retards successifs et les décisions contestées ont considérablement ralenti la recherche de la vérité. Avant de conclure cette affaire, il est important de faire un point sur la situation judiciaire actuelle. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire sur les réseaux sociaux, Maria Fernanda Bonilla et José Luis Marroquin n'ont, à ce jour, pas été condamnés pour la mort de Melissa Palacios. En septembre 2025, la juge Carol Berganza a estimé que les éléments présentés par le ministère public justifiaient que les deux accusés soient renvoyés devant un tribunal pour répondre du chef d'assassinat, une qualification bien plus grave que celle qui avait été retenue auparavant. La défense a contesté cette décision, mais les juridictions d'appel l'ont finalement confirmée. Par la suite, plus de 200 éléments de preuve ont été admis dans le cadre du futur procès. Cependant, le procès lui-même n'a toujours pas commencé. À l'heure où j'écris cette vidéo, il est programmé pour débuter le 14 décembre 2027 devant le tribunal de Mayor Riesgo C au Guatemala. Il est donc essentiel de préciser qu'aucune peine de prison n'a encore été prononcée contre Maria Fernanda Bonilla ou José Luis Marroquin. Le chiffre de 50 ans de prison, parfois relayé sur Internet, ne correspond pas à une condamnation déjà prononcée. Il s'agit de la peine maximale que la famille de Melissa espère voir appliquée si les accusés sont un jour reconnus coupables par la justice. Nous sommes aujourd'hui en 2026 et après avoir consulté les informations judiciaires les plus récentes disponibles, il apparaît que l'affaire Melissa Palacios est toujours en cours. Sur le plan juridique, Maria Fernanda Bonilla et José Luis Marroquin demeurent des personnes mises en accusation.
Comme toute personne poursuivie devant la justice, ils bénéficient de la présomption d'innocence tant qu'un jugement définitif n'a pas établi leur culpabilité. À ce stade de la procédure, les deux accusés ont bien été renvoyés devant un tribunal pour être jugés du chef d'assassinat. Les différents recours déposés jusqu'à présent n'ont pas remis en cause cette décision. Les preuves qui seront examinées lors du procès ont déjà été admises par la justice, mais aucun tribunal ne s'est encore prononcé sur le fond de l'affaire. Même lorsque le procès aura eu lieu, la procédure ne sera pas nécessairement terminée. En effet, comme dans de nombreuses affaires criminelles, un éventuel verdict de condamnation ou d'acquittement pourra encore faire l'objet de recours devant les juridictions supérieures. Pour cette raison, l'affaire Melissa Palacios demeure, aujourd'hui encore, une affaire ouverte. La famille de Melissa continue d'attendre que la justice puisse enfin examiner l'ensemble des preuves au cours d'un procès public et rendre une décision définitive. Comme toujours sur cette chaîne, mon objectif est de rapporter les faits avec le plus de rigueur, de prudence et de respect possible, aussi bien envers la mémoire de Melissa Palacios qu'envers le déroulement de la procédure judiciaire. L'affaire Melissa Palacios nous rappelle qu'au-delà des gros titres, des procédures judiciaires et des débats, il y a avant tout une vie qui a été tragiquement interrompue. Celle d'une jeune femme de 21 ans, pleine de projets, entourée d'une famille aimante et dont les rêves ne pourront malheureusement jamais se réaliser. À ce jour, la justice n'a pas encore rendu de décision définitive. Il est donc important de respecter le déroulement de la procédure judiciaire et de rappeler que les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue. Nos pensées vont avant tout à la famille et aux proches de Melissa, qui attendent depuis maintenant plusieurs années que toute la lumière soit faite sur ce drame. Quelle que soit l'issue du procès, nous espérons que la vérité judiciaire leur permettra enfin d'obtenir des réponses et, peut-être, d'avancer sur le difficile chemin du deuil. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Si vous appréciez ce travail de recherche et si vous souhaitez que je continue à traiter ces affaires avec le même souci de rigueur, de respect des victimes et de vérification des faits, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en partageant cette vidéo ou en vous abonnant. Et surtout, n'oublions jamais que derrière chaque affaire criminelle se trouve une personne, une famille et des proches dont la vie a été profondément bouleversée. Ces histoires méritent d'être racontées avec respect, humanité et dignité. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser une pensée, un message de soutien ou simplement une rose en commentaire, en hommage à Melissa et en soutien à tous ceux qui continuent de se battre pour que la vérité soit pleinement établie. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine affaire.